Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau Fin de film. On est ravis de vous retrouver pour parler de The Batman. On avait tellement hâte de revenir sur ce film de Matt Reeves. On voulait d'abord remercier les cinémas partenaires. On a pu tenir un stand ou être invité. Donc moi j'ai été invitée par Bercy, le UGC Ciné Bercy avec la Maison Otaku et GAC pour voir le film bien sûr et avoir une table ronde avec Terry LTAM, Landry. Donc vraiment c'était très cool. Et on a eu aussi du coup un stand Comics Corner au Grand Rex. Exactement, on a aussi notre partenaire Le Grand Rex qui nous a d'un côté offert des places que nous avons fait gagner à notre communauté au cours de notre journée Batman qui s'est déroulée le tout dernier samedi du mois de février, mais également nous avons pu tenir un stand et donc rencontrer directement les fans de Batman dans la salle avant la projection, avant l'avant-première. Donc voilà, merci au cinéma qui nous font confiance. Et un autre cinéma aussi, on est partenaire avec le cinéma Gaumont Aqua Boulevard. Oui. Donc cette vidéo va être mise demain et donc le dimanche 6 mars, il y aura aussi un stand Comics Corner. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film ou qui comptent le revoir, rendez-vous au Gaumont Aqua Boulevard l'après-midi. On sera là tout l'après-midi, on tiendra un stand et on discutera avec vous et on parlera évidemment de Batman, ce que nous allons faire maintenant, n'est-ce pas Marceau? Très bien. Du coup, Batman, c'est un mec qui se déguise en chauve-souris. Exact. Voilà, ça y est, c'est fini. Et voilà, c'est ça. Du coup, en gros, dans ce film, on prend les toutes premières années de Batman. Il est au tout début de son activité, dans ses vraiment toutes premières années, incarné par Robert Pattinson. Ouais. Et on va suivre une série de meurtres qui a lieu, qui semble toucher plutôt les hautes sphères de Gotham. Donc, à chaque fois, il y a des indices qui sont semés par le tueur, qui sont plutôt des formes d'énigmes que Batman va devoir résoudre, et qui semblent mener à des affaires de corruption qui vont vraiment mettre au jour des affaires politiques, vraiment très politiques, qui touchent Gotham. Et Batman va devoir se démêler de ça, en intégrant la pègre, la police qui peut-être est elle aussi corrompue. Peut-être à Gotham, on sait pas trop. mais voilà, du coup, Batman va devoir se démêler de tout ça et résoudre cette enquête. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de ce Batman? Alors du coup, là, on l'avait pas dit, mais on va essayer d'en parler sans spoil le moins possible, le plus possible sans spoil, et ensuite on enchaînera. Donc, alors si du coup, je me permets de commencer. Donc, voilà, mon avis global, c'est ce que je vous ai déjà dit en off, c'est que pour moi, c'est le meilleur film Batman que j'ai simplement jamais vu de tous les films avec donc un film avec des acteurs et des actrices d'un film live, c'est le meilleur film Batman pour différentes raisons. Déjà parce que c'est un film où Batman est ultra classe du début à la fin. C'est lui qui attire la lumière, qui est vraiment mis en valeur pendant tout le film. Et heureusement, enfin un film Batman, j'ai envie de dire, où c'est le personnage principal, Batman, qui mérite à lui seul qui porte le film, tout simplement. Il y a d'autres films Batman, je pense souvent à cet exemple de Dark Knight qui est souvent encensé comme le meilleur Batman. Le film est souvent encensé pour la prestation du Joker, qui est exceptionnelle, soit dit en passant, mais encore une fois, c'est dommage, c'est un film Batman, pourquoi c'est pas Batman qui est le perso le plus mémorable? Et là, c'est le cas, c'est Batman, et rien que pour ça, j'ai envie de dire, ce film est exceptionnel. Après, on pourra rediscuter de toutes les autres qualités du film, mais voilà, et donc très rapidement, la mise en scène, la photo, l'image, la bande-son, voilà. C'est vraiment une œuvre globale qui pêche sur très très peu d'éléments, donc voilà, je suis conquis par ce de Batman. Oh là là, avec l'accent et tout. Moi, quand je suis sortie de la séance, et même la deuxième fois, j'avais voire deux mots, iconique et épique. C'est la première fois où à quasiment chaque scène où Batman arrive dans l'ombre, à chaque fois on a vraiment l'impression de cette chauve-souris. C'est à chaque fois qu'il arrive, quand il marche et on a un focus sur ses pieds, ça fait peur. Tu es directement impliqué en fait. Tu ne peux pas être ailleurs. C'est Batman, c'est tout ce qu'il incarne en fait. C'est le côté sombre de Gotham, c'est sa peur, c'est sa quête de vengeance, et en fait c'est tout le fil rouge aussi que tu as, parce que donc évidemment il est dans un aspect très enquêteur. Ça m'avait énormément manqué, parce que certes le Batman de Nolan et la prestation de Christian Bale est remarquable, hein, ça on en a déjà énormément parlé, mais c'est pas vraiment un film Batman d'enquête qu'on peut revoir dans certains comics, notamment Batman The Imposter. Et là il est pertinent à chaque fois, il est intelligent, il réfléchit, il se retrouve aussi coincé par moments. Il fait une très bonne équipe avec le commissaire Gordon aussi, qui m'a conquise, et voilà, c'est vraiment une prestation pour moi iconique de Batman, et je m'en souviendrai toujours, quoi. Et la prestation de Robert Pattinson, qui aussi a fait polémique parce que le pauvre, il a fait Twilight dans sa vie, il est remarqué que pour ça. Là, je pense qu'il a foutu une claque à tout le monde. Alors
on y reviendra dans la partie avec spoil parce que oui, certes, c'est pas vraiment un film de Bruce Wayne. Et je me suis dit, finalement, on a vu beaucoup Bruce Wayne ces dernières années, avec Ben Affleck, avec Bale, même avec Michael Keaton finalement. Et là, on le voit très peu. Il y a il y a 3-4 scènes. C'est tout, oui. Ouais. Et on n'a pas ce côté playboy. Et les personnes qui disent oh ça m'a manqué, c'est normal. C'est parce que là, on est dans les 2 premières années de Batman, donc il n'a pas eu le temps en fait d'exploiter ça parce que il est énervé. Enfin voilà, c'est épique et iconique. Et pour finir, après on en reparlera. Quand tu es fan de comics, tu retrouves des cases de BD quoi. C'est impressionnant. Tu te dis attends, ça je sais, c'est Batman Allant Halloween. Attends, mais ça c'est la cour des hiboux. Et ça fait plaisir parce que c'est rare quand même dans le film de super-héros en général. Et toi, Marceau? Moi, comme vous, j'ai adoré. Et juste, il y a quelque chose que je pense qui fait la marque des grands films, c'est que ça te fait réfléchir à d'autres films. Donc là, on pourra parler des références à Fincher, aux films des années 70, etc. Mais il y a aussi, je me suis rendu compte après et pendant le film même que j'étais devenu peut-être un peu trop indulgent envers les autres films de super-héros, notamment peut-être les films Marvel, où en fait, je me suis rendu compte que c'était possible de faire du cinéma de super-héros comme ça, quoi, très sombre, très sérieux, sans renoncer à la mise en scène, parce que peut-être on pourra le comparer avec Spider-Man, parce que c'est le gros film qui passe juste avant, et finalement ça lui met une grosse claque parce que on se rend compte que c'est possible de faire du vrai cinéma, non pas que le film Marvel ne soit pas du vrai cinéma, mais de avoir un point de vue vraiment cinématographique sur un super-héros. Finalement, on peut dire que c'est un film d'auteur. Et Matt Reeves, du coup, qui est, c'est marrant parce qu'il est assez peu connu, mais je trouve qu'à travers ses films, il arrive à imposer ses pattes. Donc ses précédents films, c'était le premier Cloverfield et les 2 derniers volumes de La Planète des Singes, donc L'Affrontement et Suprématie, il me semble qu'il s'appelle. Et à chaque fois, il utilise les mêmes gimmicks de réalisation, une caméra très terre à terre, très posée, qui fait pas des mouvements incroyables, mais qui permet de filmer l'action d'une manière dont on n'a pas trop l'habitude parce qu'on ressent vraiment les impacts. Le point de vue humain fait qu'on ressent vraiment la violence des mondes qu'il décrit. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que j'ai vraiment l'impression par moment d'avoir été Batman ou d'avoir été dans la Batmobile. Notamment, il y a une scène de coup où Batman est dans la Batmobile et va rejoindre le commissaire Gordon. Et donc, tu as le point de vue de caméra de Batman et la tête bouge, commissaire Gordon arrive et t'es dedans, quoi. Moi, je me suis dit, c'est spacieux dedans, c'est sympa et tout. Et pareil, quand Batman vole, t'es avec lui. Ce qui est rare parce que les fans de Marvel et notamment les fans de Spider-Man avaient eu ça, ce côté voltige où voilà, tu te baladais dans les rues de New York. Nous, pas vraiment, même si on a eu de très belles scènes. Là, c'était très impressionnant. Enfin, j'ai vraiment l'impression que Matt Reeves s'est aussi fait plaisir qu'il a voulu nous faire plaisir et qui nous a vraiment pas pris pour des imbéciles. Autant quand je dis nous, de fans de comics, mais même de néophytes, en fait, ça, comme du coup c'est un film d'auteur, il parle pour tout le monde et pour moi c'est un pari assez fort parce que même si Batman est un héros populaire qui parle à tous, même si tu ne lis pas de comics, savoir toucher tout le monde d'une manière aussi subtile et aussi impactante, c'est assez fort. Ouais, non, mais carrément. Donc oui, globalement, pour conclure sur cette partie, on est tous conquis par le film. En tout cas, on sent que Matt Reeves nous a parlé. Ouais. À nous, fans de comics, fans de Batman et fans de films de super-héros, au final. Et même aux fans de films en général. Donc c'est une prouesse assez rare pour être notée. Et du coup, je pense qu'on peut tout de suite attaquer la partie avec toi, sauf si vous avez quelque chose à ajouter sur un élément de scénar. Non, on peut y aller. Ok, super. Et bien, tout de suite, la partie avec spoil. Et du coup, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous avez envie de revenir plus précisément? Est-ce que vous voulez qu'on développe un petit peu plus déjà ce qui se passe dans le film? Ouais. Peut-être revenir sur le Riddler, du coup, qui est... Alors, un des vilains principaux, même si au final, ce qui combat le plus aussi, c'est la mafia. Et c'est tellement intéressant d'avoir remis au goût du jour donc les 2 grosses mafias de Gotham, Falcon et Maroni. Donc c'est vraiment génial. Mais pour revenir sur The Riddler, la prestation de Paul Dano. Ouais. Exceptionnel. C'est la marque des grands films, c'est qu'il y a un grand méchant. Si je l'ai dit, ça n'éclipse pas la prestation du héros, mais voilà, on a un méchant qui est joué à la perfection, aussi bien quand il est cagoulé que quand il est démasqué. C'est très fort. Et surtout, il y a un truc qui est fort, c'est que effectivement le super vilain de film, c'est Riddler, donc le Sphinx ou Enigma pour ceux qui le connaissent, donc ce fameux perso qui adore tendre des pièges à base d'énigmes pour challenger un peu l'intellect de Batman, qui considère comme son rival. Je pense qu'il considère qu'il n'y a pas plus
que c'est un peu. Oui, comme son égal en fait, finalement en termes d'intelligence. Et là, c'est très bien mené aussi. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, pour ceux qui ont déjà lu ou vu du Sphinx dans les films, les jeux vidéo, les BD, c'est que là, le Sphinx ne cherche pas à éliminer Batman ou à conquérir le monde ou à devenir riche ou à s'emparer de quelque chose. Il veut juste prouver plus ou moins que tout est corrompu, que rien ne va dans le système. Donc il a une autre approche que Batman de combattre le système, bon, de façon extrêmement violente et il tue des gens, il commet des meurtres, mais il cherche à exposer le mal qui gangrène la société selon lui, donc la corruption globalement, en éliminant les gens les plus corrompus, finalement les gens, les têtes pensantes. Et ce qui est rigolo, et encore une fois, c'est toutes les sous-couches qu'il y a dans le film, et il faudra me dire ce que vous en pensez, c'est que du coup, on a ces personnages-là, on a d'un côté le Sphinx qui a sa méthode, on a Batman qui a son autre approche qui est du coup basée sur la peur et sur l'enquête, finalement, il aide la police. Oui. On a d'un autre côté Gordon qui, avec la police, font leur boulot de policier quand ils le font correctement. Et d'un autre côté, on a cet autre personnage qu'on voit finalement, qui, je pense, qui va être rarement évoqué dans les critiques, mais qui est le maire. Donc celle qui est candidate au début et qui à la fin devient le maire, puisque son plus farouche opposant est tué par le Sphinx, qui elle aussi cherche à combattre, en tout cas promet de combattre le crime par d'autres méthodes, par les moyens politiques. Donc financement, financer notamment une des scènes, c'est à l'enterrement d'un des, c'est le flic, le commissaire qui a été tué, ou non, le premier maire, celui du coup qu'elle remplace. Elle voit Bruce Wayne et en fait, pour moi, elle avait un dialogue assez impactant en disant vous m'avez jamais répondu, mais en fait, vous pouvez faire énormément pour moi. Vous avez une famille de mécènes, normalement, historiquement. Qu'est-ce que tu fais, quoi, tu vois? J'ai trouvé, très impressionnante aussi. C'est vrai qu'elle a pas eu beaucoup de temps d'écran, mais. Et après, c'est au spectateur de décider quelle est la méthode la plus pertinente. La meilleure. Ouais. Et pour revenir sur Zorilla aussi, j'ai trouvé vraiment intéressant qu'il utilise les réseaux sociaux. Et que finalement, ce soit pas seulement un super vilain, mais aussi un chef de secte. Je sais pas s'il fait des live TikTok pour dire je parle à ses fans. Il vient clairement, il fait des live Twitch. C'est de plus en plus utilisé. Enfin, quand c'est dans la série de comics Joker War, où la nouvelle acolyte du Joker qui s'appelle Punchline utilise aussi les podcasts pour communiquer avec les gens, etc. Les gens vont dire c'est pour surfer sur quelque chose d'actuel, mais en même temps c'est actuel et c'est très bien de rebondir dessus, et ça fonctionne très bien parce que de toute façon le Sphinx a besoin de communiquer. C'est pas vraiment un méchant de l'ombre, dont on le voit dans les tout premiers comics avec une tenue verte pétante, ça se voit que de toute façon t'es pas quelqu'un de discret. Il a un ego démesuré, il veut être vu, et qui du coup contrebalance avec la figure du pingouin dans le film. Alors mon mec n'arrive pas à me croire, mais oui, c'est Colin Farrell, si tu m'entends encore ici. Ils avaient beaucoup communiqué sur le travail de maquillage. Mais génial, enfin tu n'as pas l'impression qu'il est sous toutes ces couches de maquillage. C'est que du maquillage, on est d'accord, il y a aucun ajout, c'est que de la prothèse, il y a pas de oui. Ah non, il y a pas d'image de synthèse. Ouais, c'est ça, c'est que de la prothèse, et après c'est le jeu d'acteur. Et donc du coup, je trouve que parce que au tout début, quand on a eu les annonces sur Batman, tout le monde se disait il y a trop de méchants, ça va être bordélique, etc. Bon, attention, on n'est pas dans un film Avengers, chacun a sa place. Et là, c'était super d'avoir mis le pingouin du côté de toute la famille mafieuse, et notamment du coup un des acolytes de Falcon, et à côté Riddler qui est tout seul. Et sans vraiment les mettre en opposition. Mais c'est ça, oui. Ils cohabitent. C'était très bien. Ça aurait pu être facilement compliqué, tu vois, de les mettre tous les deux et d'en faire deux grands vilains face à Batman, quoi. Mais Gotham est tellement pourri qu'il y a la place de toute façon pour autant de vilains qu'on veut. Ça. Et surtout, il y a très peu d'histoires de Batman où on ne voit qu'un seul méchant. Enfin, il y a toujours un autre méchant dans le coin qui sert soit d'indique, soit de fausse piste. Même dans tous les autres films Batman, il y a toujours deux méchants. Enfin, alors après, justement, on pourrait imaginer que quelqu'un reproche le fait que il n'y ait pas juste un gentil et un méchant, mais en vrai ça n'existe plus vraiment ce genre de gentil méchant, juste 1 versus 1, ça n'a plus vraiment de sens, surtout dans des univers aussi riches et qui se veulent très proches des BD. Et du coup, quand on parle de proches de BD, on a mis quelques BD, vous n'avez pas pu les louper devant nous. Ça a été des BD qui ont été aussi beaucoup mis en avant par les studios pour expliquer leurs sources, pour un peu prouver qu'ils se basaient sur de la bonne bibliographie plutôt. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette sélection ? Tout à fait, vraiment. Je pense, ça c'est la BD qui est un peu sortie à l'occasion du film Batman Imposter. Donc tout est sorti sur Urban Comics, on précise. Et le scénariste Mattson Tomlin sur Batman Imposter a participé avec le scénariste du film Matt Reeves pour travailler. Donc il avait cette vision de Batman dans le comics et il l'a transmis aussi au cinéma. Et ceux qui ont lu Un long Halloween et vu le film
auront tout de suite fait le lien, je pense, parce que on retrouve vraiment déjà le début, ça se passe à Halloween, la série de meurtres, puisque Batman va devoir démêler en se confrontant à la pègre. C'est vraiment dans Halloween, je pense que la pègre est le plus exploité peut-être dans tous les comics Batman. Du coup, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté tueur en série un peu original qu'il y a dans Halloween, que du coup j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui n'ont pas lu. Lisez Halloween, c'est vraiment une BD d'exception. Mais il y a ce côté vraiment tuer des personnages éminentes de Gotham, chose qu'on a déjà vu, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu du Joker qui fait ça, un Joker qui tue des par exemple dans Dark Knight, tous ceux qui ont vu le film, et je pense que vous l'avez tous vu, Joker aussi à un moment a une phase de meurtre en série où il élimine le procureur, le maire et tout, il vise et aussi ça qui fait. Mais ça fait pas le cœur du film par contre. Ce n'est pas le cœur du film, mais ça fait une référence à du coup la première apparition du Joker dans sa première apparition en 1940, où justement il y avait déjà cette idée d'éliminer les cadres de la ville pour plonger la ville. Le Joker, c'est plonger la ville dans le chaos. Là, le Riddler, c'est plus ouvrir les yeux au monde. Il y a cette histoire, il y a beaucoup cette histoire de lumière, mettre en lumière les crimes et les criminels. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que l'enquête est hyper poussée et que toi-même, tu te dis, bon, en fait, j'ai compris un petit peu t'as toute une énigme au niveau du rat. Quel est le rat, en fait? Quelle est vraiment la personne Oui, en fait, en anglais, rat, c'est une balance, en fait. Oui, c'est ça. En français, c'est une balance. Donc, c'est le mec qui balance. Et il y a vraiment une complicité que tu retrouves aussi dans Batman The Imposter et qui est mise en avant. Et donc, t'as cette idée que toi aussi, tu enquêtes avec Batman et que tu cherches et que t'es en peine. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est, comme on le disait, vraiment, c'est l'introduction de Batman. Donc, il est encore jeune dans son travail. Deuxième année deuxième année. Et donc, du coup, c'est aussi nouveau pour tous les flics. Et on voit quand même beaucoup de flics, avec le commissaire Gordon et notamment dans les scènes d'enquête. Alors, les gens vont se dire, c'est où tu vois le côté iconique parce que Batman est à égal de tous les flics. Il est dans la pièce. Oui, il est pas au-dessus, il est pas accroché au plafond dans un sein. Non, mais tu peux te dire, ça fait, au début, j'étais là, ça fait bizarre. Et c'est là, tu vois, où tout le talent de Robert Pattinson, c'est que il est à hauteur d'homme et pourtant il a une prestance où t'as des scènes où le flic lui parle et ensuite il lui répond plus parce que juste le regard et les yeux blancs et perçants de Batman lui fait taire tout de suite. Et je trouvais ça intéressant d'avoir mis des scènes comme ça que je pense qui ne sont pas là pour rien, pour montrer que il veut bien travailler avec la police, mais il est quand même au-dessus d'eux. Mais sans leur faire dire complètement, c'est juste au niveau de son corps. Parce que plus libre en fait, c'est juste au-dessus parce que il s'affranchit, on va dire, de certaines règles administratives, on va dire. De toute façon, l'enquête lui est destinée parce que The Riddler met à chaque fois une enveloppe avec tout de Batman, quoi. Donc, bien sûr. Du coup, on a parlé des influences comics, mais j'aimerais bien, avant qu'on se plonge précisément dans certaines scènes qui m'ont marqué et qui, je pense, vous ont marqué aussi. C'est aussi un film de fan de cinéma. Puisqu'il y a des références cinématographiques assez évidentes. Du coup, Marceau, toi qui es peut-être le plus grand fan de ciné de nous trois, parle-nous de ces références ciné que tu as pu... Je pense que déjà, il y a pas mal de références à Hitchcock, notamment au film Psychose, où il y a beaucoup de plans sur Batman qui observe certains suspects ou autres, ou Catwoman quand il a stalk un petit peu. C'est ça, et on voit en fait où il y a des plans sur son œil et des plans après sur le personnage qui l'observe, et ça c'est une référence directe à Psychose. Et au fait que le cinéma nous met un peu dans une position de voyeur, de spectateur, mais un peu malsain. Et du coup, là, c'est un peu fenêtre sur cour, quoi. Quand il est avec ses jumelles à regarder, ou même quand Catwoman regarde chaque fenêtre, machin. Exactement. Et du coup, je pense que Matt Reeves cherche à nous faire comprendre qu'il va nous faire un thriller, quoi. Et ça va pas être juste un film super-héros, ça va être un thriller avec vraiment un point de vue. Et il y a aussi pas mal de références à Fincher, notamment la ville Seven. Je pense pour Gotham, notamment, où on a une ville vraiment pourrie, où la corruption fait loi. Où et aussi, tout le temps. Ah ouais. Et la lumière du jour, elle est très très rare. Il y a de l'aube un petit peu, mais il y a des scènes vraiment centrales où la rencontre avec Catwoman, ou la fin, où du coup tu passes de vengeance à espoir, et donc tu t'ouvres à la lumière, mais t'es constamment dans le noir. Il y a pas mal de Zodiac aussi, évidemment, dans les références à Ed Nigma, mais aussi au rythme assez lent du film, Zodiac, c'est un film qui dure 3 heures. Est-ce que ça vous a gêné? Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui trouvaient que les longueurs, des fois, ça les a décrochés. Là, je vais dire, je sais pas combien de temps dure Dark Knight. Dark Knight dure forcément moins de 3 heures, il doit durer 2 heures et quelques. Ouais, mais 2h30, un truc comme ça. Un truc comme ça. Et à un moment, j'ai eu le même sentiment que dans Dark Knight, je me suis dit, ouais, j'espère que ça s'arrête pas. Et dans Dark Knight, ça continue encore un petit peu, et là, ça continue encore longtemps.
longtemps. Et du coup, non, moi, Mais moi, je trouvais ça tellement utile parce que c'est l'introduction de Batman et je pense que chaque personnage avait besoin de ce temps-là. Et c'était un temps que Matt Reeves leur a donné pour vraiment les mettre en avant et aussi toucher quelque chose dans l'émotion, dans le regard. Ouais. C'est, comme je disais, c'est vraiment tiré des comics, c'est t'as énormément de plans sur le visage, sur les yeux, oui. Et donc, du coup, t'as pas besoin de paroles et pour ça, vu que du coup t'as pas de mots, qu'en plus au cinéma on voit que ça maintenant, c'est un débit de parole, un débit d'action accéléré, t'as besoin de ce temps pour comprendre ce qui se passe au niveau du corps, etc. Même au final, la relation Batman-Catwoman, ils parlent peu. Ils se regardent, ils se rapprochent, ils tâtonnent. Sans que ce soit trop cliché trop film d'auteur un peu bizarre, de juste contemplatif, on se parle pas. Et là, ça va, ils ont des échanges, même des échanges des fois un peu musclés. Qu'ils se battent et aussi parce qu'ils échangent des propos assez costauds, mais ça se tient bien. Et il y avait aussi quand même, sans citer spécialement le film, il y a quand même un côté vraiment très polar, film noir. Déjà parce que Catwoman du coup va jouer ce rôle de la femme fatale, le fameux archétype de la femme fatale qui va un peu forcer Batman à prendre une mission, donc essayer de retrouver sa meilleure amie. Ou une amie, je sais pas si c'est spécialement sa meilleure amie. C'est une amie, mais après c'est vraiment c'est l'idée de Catwoman qui aide un peu les filles. C'est l'archétype de la femme qui vient voir le détective en lui disant moi je suis une grande fille, j'ai pas besoin d'aide, mais par contre j'ai quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors au début c'est Batman qui va la voir. Oui, après bien sûr. elle revient, mais elle lui dit mais clairement elle lui dit je peux me débrouiller tout ça parce que ça reste Catwoman qui est un personnage très très fort et indépendant dans l'univers de Batman. Mais il y a ce côté il y a la femme fatale, il y a la relation entre le détective qui est Batman et la police. Le côté indique permanent, le côté même il y a un côté qui est, je pense qu'on le voit très rarement ce truc là, d'ailleurs même j'y pense dans les d'autres films de super-héros, c'est-à-dire que Batman revient à plusieurs endroits, il y a plusieurs endroits qui reviennent fréquemment. Ce qu'il y a dans les films d'enquête, il revient plusieurs fois dans le club, dans la boîte de nuit. Interroger les mêmes suspects. Interroger les mêmes suspects parce qu'il manque des infos. Ça peut rappeler un petit peu ce qu'on a dans certaines séries policières. Je pense que dans les séries Esprit criminel et compagnie, il y a ce côté retourner sur les lieux du crime, retourner voir. C'est pour créer des effets de rendez-vous. On retourne dans l'immeuble désaffecté, on retourne au commissariat, et il y a ce côté. Ça prend. C'est pas. C'est une enquête policière, quoi. Donc on n'aurait pas le détective serait pas habillé en chauve-souris, il serait habillé juste avec un impair et le chapeau. Ça aurait marché aussi. Je suis d'accord. De là à dire qu'on n'avait pas envie que ce soit Batman, si on voulait que ce soit Batman de toute façon, mais et donc les influences cinématographiques en font de toute façon un bel objet de film en fait, tout simplement. Ce qui est intéressant aussi, tu parlais de l'immeuble désinfecté, c'est super d'être revenu un peu sur la famille Wayne. Et plus que la famille Wayne, on parle de la famille Wayne et Arkham, et vraiment des deux fondateurs de la ville. Et c'est là où je me suis dit, ils ont tout compris parce que Gotham est aussi un personnage principal, comme aussi, je répète, on peut l'avoir dans les comics. Et au lieu, du coup, d'avoir pris le choix de ne pas avoir montré, la fameuse mort de ses parents avec le collier de perles qui tombe, non, il s'est dit, je vais peut-être revenir à une chose un peu plus compliquée, c'est qui étaient vraiment Thomas et Martha Wayne. Ça, du coup, c'est un des tout petits reproches que je fais au film, c'est de pas avoir été jusqu'au bout dans cette idée-là. Genre, j'aurais vraiment aimé que Thomas Wayne soit un vrai ripou. Et parce que rappelle un petit peu ce qu'on apprend un petit peu sur Thomas Wayne dans le film. Alors du coup, on apprend qu'il y avait un journaliste qui enquêtait sur Martha et qui a découvert de sombres secrets sur elle, notamment sur les parents de Martha, où sa mère aurait tué son père à Martha, donc les grands-parents de Bruce Wayne. Et en fait, il y a un journaliste qui enquêtait là-dessus, qui l'a découvert, et comme Thomas Wayne briguait la mairie à ce moment-là, il voulait pas que ça se sache, et il a fait appel à la famille Falcon pour faire taire le journaliste qui finalement meurt, alors que c'était pas forcément l'intention de Thomas Wayne au départ. Et ça, déjà, je trouve le Thomas Wayne un peu candide de penser que en faisant appel à la mafia, il va juste tout allait bien se passer. Oui, c'est ça. Tu lui fais juste une petite claque sur la joue. Okay, c'est ça. Mais du coup, j'aurais vraiment aimé que le film pousse jusqu'au bout et fasse des Wayne vraiment des gens pourris, parce que là, c'est pas cool ce qu'il a fait Thomas Wayne, mais il est pas très méchant si c'était involontaire. Après, ce retournement a permis la fameuse discussion avec Alfred. D'ailleurs, faut qu'on parle un petit peu d'Alfred, même si très peu de temps d'écran, et je trouve ça tellement dommage. Mais bon, ça, c'est un petit point. Mais il y a du coup la discussion dans l'hôpital. Donc Alfred, alors j'ai vraiment cru qu'ils allaient le faire mourir. Et j'ai vraiment eu peur. Et c'est là où je me dis, ce film a réussi à me surprendre, et c'est des choses où je suis désolée, mais dans les Marvel récemment, je n'arrive pas à être surprise parce que c'est très prévisible, et donc je me dis, oh mon Dieu, il va mourir, ils vont pas faire ça, c'est trop tôt. Après, moi je savais qu'il reviendrait. Oui, non mais toi tu sais tout, toi. C'est Alfred, sur le moment, tu vois l'explosion, tu dis
Bon, et donc il est à l'hôpital et donc là vraiment, mais la prestation de Bruce est géniale parce que tu te dis bon, Batman, Bruce va avoir un petit mot pour lui, il lui dit direct, mais tu m'as menti, en fait mon père c'est un connard. Et là tu te dis très bien, il est un peu blessé quand même le monsieur. Et en fait donc du coup Alfred lui dit mais pas du tout, il a pas fait exprès, c'était quand même quelqu'un de bien. Il clarifie un peu. Et là il y a un retournement où Batman se dit bon, en fait, j'ai eu peur pour ta mort. Et cette discussion est très importante parce que tu passes d'un homme qui en fait en a rien à faire, qui est dans la vengeance pure, dans l'effet d'horreur, et là il se dit bon bah j'ai peut-être un but. Mon but c'est de vous sauver vous, des personnes que j'aime, et de dire bon bah même si mon père n'a pas été tout rose, je vais quand même sauver mon héritage. Ça vaut quand même le coup. Alors que si on était sur un Thomas Wayne pourri, je pense qu'on aurait perdu ce petit déclic. Il y en aurait eu d'autres, peut-être, mais on aurait perdu ce déclic et on n'aurait pas eu le Batman qu'on a ensuite après, qui va plus s'impliquer et qui va voir que bon, bah, voilà, il a quand même sa famille derrière et que il a pas tout construit pour rien. Parce il est Batman aussi un peu pour son père. C'est ça. Et du coup, pour revenir sur Alfred, moi j'ai bien aimé la prestation d'Andy Serkis, même si on ne le voit pas assez. Et la scène où il se fait exploser, j'ai trouvé alors très très bien monté, très bien réalisé, enfin comme tout le reste du film. Mais j'avoue que comme j'ai pas vu beaucoup de relations entre Bruce et Alfred à ce moment-là, j'avais du mal à être vraiment impliqué émotionnellement. Enfin, j'étais triste parce que c'était Alfred, mais parce que je le rattachais aussi au Alfred des comics, au Alfred des autres films. Je me disais pas tiens, j'ai pas envie là qu'il meure. Pour le coup, c'est pas le Alfred de la trilogie Dark Knight qui a beaucoup plus des discours très paternels à l'intention de. Mais finalement, c'est que Batman n'est pas souvent dans la Batcave. Il est constamment sur le terrain. Oui, mais c'est un parti pris. Mais effectivement, du coup, ça pêche un petit peu à ce niveau-là. Après, est-ce que ça enlève la qualité du film ? Pas vraiment. Non. C'est juste que cet élément supplémentaire, peut-être qu'on aura une sorte de director's cut où il y aura plus de scènes avec Alfred. On n'en sait rien. C'est impossible. C'est pas vraiment un film à director's cut, je pense. Mais en tout cas, voilà. Mais du coup, comme ça me fait penser Director's Cut, j'aimerais avoir votre avis global sur le degré de fanservice représenté dans le film, avec comme question bonus la grosse scène fanservice, puisqu'on n'a pas pu échapper à la toute fin. Donc déjà, en termes de fanservice, est-ce que vous avez été satisfait ? Est-ce que vous avez été écœuré ? Est-ce que vous avez été pas assez rassasié ? Le mot fan service n'est pas venu à l'esprit. Pour moi, c'est pas du fan service, c'est un film très bien fait et qui m'a touché personnellement. C'est pas du fan service comme j'ai vécu. Tu n'as pas senti les petits mots posés à droite à gauche. Les mêmes choses que j'ai vécu pour Spider-Man No Way Home. Toi ? Moi, pareil, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de fan service, même voire pas du tout, parce que par exemple, les scènes qu'on fait réagir dans le public, c'est l'apparition de la Batmobile, et ça, on pourrait considérer ça comme du fan service, mais en même temps, il fallait qu'elle soit. Batman ne peut pas ne pas avoir de Batmobile pendant tout un film, je pense. Et puis même, comme je disais tout à l'heure sur les entrées iconiques de Batman, même au niveau de sa Batmobile ou de sa Batmoto, il y a vraiment tout un côté mystique autour de lui. On le prend au sérieux à chaque fois, quoi. Et tout ça fait pas forcer en plus, puisque la Batmobile, par exemple, elle est utilisée, elle est utile dans l'intrigue. Oui, il a une course poursuite à faire, il prend la voiture, quoi. Et il y a aucun élément, à part la scène dont on va parler après, je pense, la scène, on y vient. À part la scène de la fin, tout ce qui est amené a une utilité, donc il y a rien qui est vraiment, je pense, considéré comme du fanservice. En fait, quand je parlais de fanservice, c'était quelques petits éléments, c'était donc évidemment, mais en fait, je me fais l'avocat du diable, parce que moi, je trouve que ça a été très bien équilibré dans le film, mais c'est, tu vois, typiquement, est-ce qu'il y avait besoin de faire en sorte que ça commence à Halloween autrement que pour faire une référence à l'album Allons Halloween? Je suis pas sûr que c'était spécialement nécessaire, mais mais il fallait pour que les gens se situent, mais parce que Matt Reeves est intelligent, il inclut ça dans le côté de Batman est un monstre comme les autres qui en profite pour se déguiser. Et puis il y a l'idée du masque et qui aussi. sort, bien sûr. Donc ça, c'est en vrai, c'est rattrapé par là. D'un autre côté, on voit, si je dis pas de bêtises, on voit des grosses coupures de presse avec marqué en gros silence, ce qui fait une référence à un autre gros comics. Alors, je pense pas qu'on est très loin d'un teasing du méchant silence, parce que c'est juste qu'il y a marqué, juste que, en gros, non, la c'est des références. Non, mais c'est juste, voilà, il y a marqué silence, mais c'est pas anodin. C'est-à-dire que voilà, mais c'est subtil. Voilà. La référence à Blue Devon. Voilà, il y a une petite référence à Blue Devon. J'ai entendu quelques petits soupirs dans la salle, parce que, pour ceux qui ont compris que Blue Devon, c'est la ville où bosse Nightwing, qui est très loin d'apparaître dans la franchise, puisque si franchise il y a, puisque Batman est très jeune, donc il n'y a pas encore de Dick Grayson, donc il n'y a pas de Robin, donc il n'y a pas de Nightwing. Et du coup, on en vient à la fin, puisque là, c'est quand même la scène
vraiment j'ai envie de dire racoleuse parce que le film est tellement sur la justesse tout du long qu'à la fin il peut pas s'empêcher de nous faire la même chose qu'à la fin de Dark Knight de Batman Begins finalement. En fait malheureusement j'ai décroché parce que tu nous proposes tout le long du film un film d'auteur avec une enquête. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup au final le grand final pour The Riddler c'est de mettre des bombes aux abords de la ville et donc les abords de la ville sont là où il y a un fleuve et donc la ville va être inondée. Un peu partout. Alors, du coup, il y a beaucoup de gens qui meurent quand même, et on en parle peut-être pas assez, mais il y a quand même. C'est une grosse catastrophe. C'est une grosse catastrophe. Et donc, du coup, là où la maire devait parler, faire un meeting, je pense, tous les gens accourent parce qu'il y a c'est une sorte de lieu où il y a des concerts, donc il y a plusieurs chaises et les gens montent, etc. Et c'est un peu un branle-bas de combat. Et donc tu vas avoir comme le Joker peut avoir des clowns, t'as des sortes de Riddler acolytes. Donc le Riddler lui est en prison, mais comme il a fait un live Twitch et qu'il a 507 followers, si j'ai bien 507 spectateurs, en tout cas, ils sont peut-être pas tous seuls. Mais je pense que oui, quand même. Oui. Ils sont venus, ils sont déguisés et en fait ils avaient pour but de tuer la mère. En plus qu'elle était sympa, donc Riddler il avait vraiment pas eu. Il a pas chopé le bon moment. Mais bon, et donc du coup Batman va intervenir et on a cette scène dans ce gros lieu de meeting. Une sorte de stade, quoi. Une sorte de stade. Alors le combat en hauteur avec les différents Riddlers, si on peut dire, est très cool. Et après, il y a une inondation du truc. Enfin, là, je comprends plus trop. Et donc tu sens qu'il va y avoir un câble qui va tomber, donc du coup câble plus haut, vous avez compris Claude François, non je déconne, il y a des gens qui vont mourir et il se sacrifie et là vraiment je comprends pas, il descend et puis il aide une ou deux personnes et puis après il prend une bougie, il éclaire tout le monde et puis il guide. Alors c'est justifié parce que comme je disais, tu passes de vengeance à espoir et que maintenant il fait plus ça que pour lui, mais il fait ça pour les autres. Ça, ok. Je pense que tu avais une autre manière de le faire, moins film gros blockbuster. Parce que c'est ça, le j'ai côté complètement de la décroché. Fin, okay. Complètement. Alors évidemment, parce que je connais Marceau, nous on pensait à quelque chose qui se passait encore après, mais on peut déjà revenir sur ça. C'est vrai que c'est le grand final, mais je pense que c'était pour... En fait, vu que le Sphinx Riddler se livre à la police. La police n'arrive pas à l'arrêter d'eux-mêmes et c'est lui qui se livre et comme c'est un génie du crime, il a prévu un dernier coup d'éclat qu'il avait laissé de côté, exactement d'ailleurs comme dans Seven, à plus petite échelle évidemment, mais aussi comme dans et là le film m'échappe, où il se fait capturer et non mais comme dans finalement, aussi un peu comme dans Dark Knight où il se laisse capturer par la police, mais il était exactement là où il voulait. Il avait prévu son coup et sa team était déjà sur place et il y avait l'explosion. Donc il y avait ce côté, je suis capable de faire ça. Alors, je suis capable de provoquer des catastrophes à tellement plus grosse échelle que ce que vous pensez, pour montrer que en vrai n'importe qui avec un peu de détermination et d'organisation peut provoquer ça. Et il y a à côté, oui effectivement, étage de budget sur la fin, mais du coup, je trouve que on a pour ceux qui attendaient du Batman explosif, c'est là, tu l'as à la fin. Alors peut-être qu'il y en a qui ont été déçus de pas l'avoir tout du long. Parce que tu l'avais dans la course-poursuite avec le pingouin, et c'était une scène oui. Mais ouais, très la scène avec la intéressante. course-poursuite, on pourra peut-être revenir dessus rapido, mais elle est pas filmée comme une scène de course-poursuite classique. Il y a très peu de scènes, par exemple, vues de haut. Il y a pas. Encore une fois, la caméra est à hauteur. Si on compare avec des films, genre, je sais pas, prenons les Fast and Furious, qui sont des cas d'école de course-poursuite. Ils savent filmer des courses-poursuites. Mais c'est peut-être pas plus mal qu'il a pas pris. Mais là, on est de nuit, il y a plein de plans qui sont à travers le pare-brise avec la pluie, donc il y a des fois où on voit juste les lumières et on dit bah oui effectivement si t'es dans une voiture et que t'es à près de 200 km/h, et ben tout devient dangereux, la moindre lumière, ça peut être une voiture qui t'arrive en face, ça peut être une moto, ça peut être et puis en plus il utilise beaucoup d'effets de flou où tu comprends pas où tu te situes parfois et je trouvais ça justement intéressant. Le résultat c'est un peu fouillé et tout ça mais ça fait vraiment, ça te met dans l'immersion parce que tu comprends pas trop ce qui se passe, tu es obligé de réagir hyper vite. Et par contre quand il y a besoin d'avoir le plan large avec la grosse explosion du camion citerne, parce que bon alors effectivement dans les courses poursuites il y a toujours un camion citerne qui va exploser, d'accord. En tout cas, s'il y a un camion citerne, il doit exploser parce que sinon le contrat n'est pas. Mais le moment où le pingouin regarde du coup dans son rétro et qui voit Batman arriver, je suis désolée mais j'ai fait un oh. Non mais là ça m'est très bien. Mais bon, mais voilà, pour revenir sur la fin, donc effectivement c'est peut-être un peu trop explosif au goût de certains et je peux comprendre. Par contre, moi la scène sur laquelle je voulais revenir, du coup, ce sera toi Marceau qui pourra aborder, c'est la toute fin, une fois que le Sphinx n'est plus du coup en prison mais directement à l'asile. Ah, cette scène-là, d'accord, ok. Et bien, du coup, il parle tout seul, comme tout méchant de Batman, et là, son compagnon de cellule, enfin pas de cellule, parce qu'ils sont dans deux cellules, son voisin de cellule,
intervient et on comprend avec des subtiles références qu'il s'agit du Joker. Et il serait pas spécialement le Joker encore à ce moment-là. Ouais, non, il serait sans doute non, pas. c'est trop tôt. C'est pas trop tôt en fait, mais il fait des trucs comme ça, des références au clown. Du coup, on comprend que c'est lui ou que ce sera lui plus tard, et c'était peut-être pas quelque chose qui était nécessaire. Pour moi, ça aurait pas dû être là. Ouais, j'avais pas besoin de voir du Joker. Dans un film vraiment aussi sombre que ça, je vois pas. Puis comment l'incorporer dans un univers aussi réaliste et aussi noir que l'est ce film. Je vois pas pourquoi l'incorporer. Alors peut-être que justement parce que il y a la table ronde qu'on avait faite à Bercy, certains disaient qu'il leur manquait un petit peu ce côté fantastique. De toute façon, on n'est jamais content de ce qu'on a. Hein. Mais peut-être que là, on a eu ce premier film noir et qu'ensuite, le deuxième aborderait un côté plus coloré, plus péchu, avec le Joker qui contrebalançait avec le dark et le... Voilà, comme on a souvent, tous les deux sont des Némésis. Moi, je trouve que c'était pas utile de mettre le Joker. Je pense qu'on l'a assez vu. J'aurais adoré et j'aimerais, et c'est pas encore fini parce que je pense que rien n'est fait, avoir un Mr. Freeze comme méchant. Avoir plus le pingouin, parce qu'attention, le pingouin c'est pas fini, parce que on l'a pas dit, mais du coup Falcon est tué, il n'y a plus de mafia, parce que Maroni aussi a été tué, les numéros 1 de la mafia et ça va être au tour du pingouin, et ça va être super en fait de savoir que ce méchant là va avoir une confrontation avec Batman et l'incorporer avec d'autres méchants. Je pense que le Riddler va revenir aussi. Probablement parce que la scène post-générique c'est juste un au revoir avec la typo du Riddler. Et donc, tu sais que t'as le pingouin, c'est sûr. Tu sais que t'as le Riddler. Est-ce que du coup, c'est utile de mettre le Joker qui, lui, va canaliser, en fait, toute l'attention. Alors qu'un Mr. Freeze ou un Killer Croc, égaliserait un petit peu. Comme là, on a eu aussi une bonne homogénéité dans tous les méchants. Je sais pas, c'est mon avis. Je sais pas s'ils iraient jusqu'à Killer Croc, parce que je vois pas comment le faire d'une manière réaliste, mais Mr. Freeze, je pense qu'il y a moyen de le rendre réaliste, entre guillemets. Complètement. Et en plus, il a une histoire vraiment tragique. Bien sûr. Du coup, ça rentrerait en écho avec la histoire de Batman. Des fois, il est proche de Batman. Ils se parlent, donc ça peut être intéressant, ça peut contrebalancer. Après, évidemment, on n'est pas dans les petits secrets, mais si j'apprenais un jour que la scène de fin a été commandée par les studios plutôt qu'une idée de Matt Reeves, ça m'étonnerait pas, tu vois, qu'il y a ce côté rajoute quand même une scène qui teaserait le prochain méchant, et si ça peut être le Joker, ce serait toujours mieux. Je pense, c'est pas impossible, parce que là, c'est vraiment, encore une fois, c'est un peu grossier par rapport à tout ce qui est dans le film, tout en équilibre. Très très stable finalement, qui est toujours très très juste en comparaison. L'idée c'est pas de faire un match Spider-Man versus Batman, mais en comparaison les refs dans Spider-Man, dans les derniers films Spider-Man, sont tellement appuyés, genre et voilà qui y aura la prochaine fois, regardez bien, que là c'était tellement juste qu'à la fin peut-être que c'était effectivement un peu donc c'est là où il y a du fan service. Ouais, pour moi là le moment qui pêche un peu. C'est plus ça, du coup, ils ont pas pu s'empêcher de te mettre un petit coup de coude, genre t'inquiète, la prochaine fois il y aura le Joker. Tout le monde aime le Joker, hein. Toi le fan de Batman, t'aimes le Joker, hein. J'aurais adoré quand même que s'il y a du Joker, mais je sais que c'est hors DCU, etc. Mais avoir Joaquin Phoenix. J'aurais adoré une prestation Joaquin Phoenix, Robert Pattinson. Écoute, c'est un film qui vit très bien par lui-même. Non, mais pour plus tard, tu vois. Non, mais c'est-à-dire que déjà ce film, s'il pouvait s'arrêter là, comme on disait, c'est un très beau film, Batman. Alors oui et non, parce que du coup, je suis très intéressée de voir ce que peut faire Matt Reeves avec tout l'univers de Gotham, quoi. Et j'ai envie de plus voir Robert Pattinson et de voir quel Bruce Wayne aussi il peut nous montrer, parce que comme on l'a dit, il est peu mais tu présent. vois là, si demain Robert Pattinson disait je ne veux pas le refaire parce que je pourrais pas faire mieux que ce que j'ai fait, et il a raison. Je lui dirais il a dit qu'il était épuisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le costume est hyper lourd et qu'il devait être très fluide dans ses mouvements, et que ça a été un des tournages les plus difficiles, et qu'il a vraiment puisé en lui-même pour avoir de l'émotion, ce qu'il s'est vu. Donc je pourrais comprendre qu'il a peut-être pas envie de se lancer dans une nouvelle aventure. Par contre, je pense alors ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y aurait une sorte de série spin-off du Pingouin. Avec Colin Farrell. Je suis pas sûre, l'article, c'est pas encore fondé. Je suis très partante pour revoir Catwoman, parce qu'on l'a pas dit, mais très bonne prestation. Très bien. Ouais.
Et donc voilà, peut-être que ça peut disperser des choses. Alors après, j'espère que ça va rester toujours dans des idées de point de vue d'auteur, quelque chose de respectueux et pas de partir dans un Batman universe. C'est ça. Alors après, c'est sûr qu'il y a encore plein de choses qu'on pourrait dire. On a très peu parlé technique pour pas non plus complexifier nos avis. On aurait pu parler de la lumière, de la musique qui est incroyable, qui englobe vraiment la totalité. On a aussi beaucoup parlé, je t'avoue que j'ai pas regardé en termes de temps, mais je pense que là on est déjà assez bavard la sur musique, le sujet. Juste on pourrait dire parce que je trouve que ça m'a vraiment marqué. Il y a quand même des connexions qu'il fait avec d'autres films, notamment le thème musical de Catwoman a des notes du thème musical de Michelle Pfeiffer dans le film Batman le défi, et le thème musical de Batman ressemble fortement, et ça a été voulu parce que j'en ai parlé avec Terry, de le thème musical de Dark Vador. Ah oui, le boum boum boum, il y a assez fort. Une ou deux notes près qui sautent. Et donc tu te rends compte que Batman du coup a le même thème que Dark Vador, qui est un méchant, et c'est pour ça que je disais que t'es pas j'ai une amie qui me dit bon bah ça y est, t'es amoureuse de ce Batman. Je lui dis je peux pas être amoureuse, en fait il me fait plus peur qu'autre chose. Je suis amoureuse du travail de Matt Reeves et de ce film en général, mais de lui non quoi. Et donc la musique reste en tête. Moi j'ai écouté la BO pour travailler hier, enfin vraiment c'est un des gros coups de cœur, mais la lumière, la photographie aussi quoi. Ah oui, non mais c'est sûr, il y a un travail sur l'obscurité d'habitude quand par exemple, pour encore revenir sur le dernier Spider-Man et un peu taper dessus, la scène de fin se passe de nuit. On sait pas pourquoi, parce que c'est un film Spider-Man et que normalement il évolue trop à nuit, et du coup on ne voit absolument rien. Alors que là, tout le film se passe quasiment de nuit, ou alors dans les scènes d'intérieur assez sombres, et pourtant on voit tout, genre tout est hyper bien chorégraphié. C'est filmé de nuit, c'est encore Cloverfield, excellent film de kaiju, est filmé quasiment que de nuit. C'est en mode fan footage, et tu comprends tout ce qui se passe. Et là, quand il y a trop d'obscurité, c'est juste parce qu'il y a une menace qui peut être tapie dans l'ombre. Et là, ça fonctionne très bien. Et du coup, juste pour conclure, ce que je propose, c'est qu'on revienne chacun sur une scène qui nous a marqué du film. Et voilà, dites une scène qui vous a marqué et juste pourquoi elle vous a marqué. Allez, tiens. Je pense que ma scène préférée, c'est celle où il est enfermé dans le commissariat avec une multitude de policiers autour de lui. Et Gordon, on pourrait parler aussi de sa relation avec Gordon, mais se met en danger pour sauver Batman. Et ça, c'est alors que tous les flics voulaient un peu sa peau, voulaient au mieux révéler son identité, au pire lui faire du mal. Et ça, c'était une scène qui m'a beaucoup marqué pour sa tension. Ouais. Moi, je vais un peu tricher, mais c'est certaines scènes où Batman arrive, notamment dans l'ascenseur, et après il y a une multitude de méchants, et quand il arrive, il vient de hauteur pour tomber comme ça sur les méchants. T'as un effet chauve-souris qui est incroyable, où tu vois à peine son visage et que t'as un effet de peur, et ça m'a beaucoup fait penser aux comics Batman Créature de la nuit, où donc c'est pas un comics sur Batman, mais sur une sorte de symbole qu'un enfant se fait pour se protéger, et donc c'est juste une forme noire comme ça, effrayante, et ça m'a vraiment fait plaisir. Et l'autre scène très très marquante, c'est la discussion entre Riddler et Batman quand Riddler est emprisonné. L'alchimie entre les deux est juste magnifique, et Riddler pousse Batman dans ses retranchements en lui disant t'as raté un truc, en fait, t'as pas été un très bon détective jusqu'au bout. Et Batman tape sur la vitre, et tu sens vraiment toute la tension et la haine qu'il ressent. C'était très prenant. Ah, mais du coup, t'as peut-être un avis, parce que Jimmy et moi sommes en désaccord sur... Alors attends, on va venir en désaccord juste après. Du coup, je vais te dire ma scène préférée. Qu'est-ce qui se passe? La scène qui m'a le plus marqué, c'est la scène des funérailles, des funérailles qui se passent dans l'église, où Batman arrive en civil, en Bruce Wayne, et où du coup il y a la voiture qui arrive, qui va défoncer la voiture avec le procureur à l'intérieur, qui va venir provoquer une cata avec le procureur qui sort avec une bombe autour du cou. Et donc on a, en fait, pour moi, quand j'ai vu cette scène, où c'est la première fois qu'on voit Bruce Wayne en public, finalement, quasiment la première fois où en public, le voit. Mais pour moi, là, je voyais en vrai. Pour moi, il était encore en mode Batman. C'est-à-dire qu'il arrive, il est Batman. À ce moment-là, il a mis un habit civil pour faire machin. Sauf qu'il est infiltré en tant que Batman. Et la preuve, on le voit, c'est qu'il va immédiatement sauver les deux gamins qui sont au premier rang, qui auraient pu se prendre la voiture. Et il fait un plongeon qui est incroyable. Un plongeon de... Tu peux pas dire qu'un riche... Parce qu'il est fan de piscine, donc... Non, il fait vraiment... Il fait un Spider-Man ne pourrait lui donner sa cagoule, quoi. Quand il sauve ces deux gamins de... Et surtout qu'après, il revient dans l'église. Il est en Batman. Oui. À la place des équipes de démineurs, il est là, et en fait, il est dans le même lieu, donc c'est la même église. C'est la même situation, sauf que là, il est avec son costume de Batman, et là, il n'y a plus personne.
que lui est le danger. Et ce côté, quand il est en civil, les gens sont autour de lui. Et que quand il est en Batman, du coup, tout le fuit. Et il y a ce côté solitude face au danger. C'est-à-dire qu'il y a même la police à l'extérieur qui disent mais il est complètement fou, il va se faire tuer. Envoie une équipe de déminage. Enfin, fais ne reste pas et surtout que c'est le procureur qui est là, qui est attaché avec une bombe, quoi. Du coup, ne le laisse pas, vas-y, fais quelque chose. Non, mais il est complètement fou, machin. Et en fait, c'est ça, c'est Batman seul face au danger. Complètement. Il prend ses responsabilités et ça a une fin tragique, mais voilà. Donc, et du coup, on va arriver à la fin et on va aborder juste cette scène de désaccord et on va vous laisser avec votre... cette scène. Avec votre... là, pour le coup, on le dit souvent, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à donner votre avis. Mais là, je tiens, c'est moi personnellement, Jimmy, qui a besoin de votre avis. Parce qu'on n'est déjà pas d'accord, Marceau et moi. Et donc, on va avoir ton avis. Du coup, présente la situation, Marceau. Alors, du coup, on parle de la scène quand Batman vient rencontrer l'homme mystère pas encore à l'asile, mais au commissariat. Et qui sont un peu en face à face et au moment où l'homme mystère répète Bruce Wayne. Est-ce que pour toi il cherche à faire comprendre à Batman qu'il a deviné son identité ou il dit Bruce Wayne est la cible ultime que nous deux alliés on doit prendre en chasse? Du coup moi ce que j'ai compris c'est que sachant que tu es la seule qui l'a vu 2 fois parmi nous. On précise. Donc du coup pour moi il parle vraiment que c'est une de ses cibles et qu'il veut que c'est encore un autre méchant qu'il veut tuer. On est d'accord qu'il n'a pas compris que c'était Batman. Non, pour moi, non, mais par contre, il jette une incertitude assez importante et toi, tu te retrouves un peu effrayé comme Batman et le regard qu'il a quand il a compris qu'en fait, il parle pas de moi, c'était très fort. Voilà. Donc, non. Je suis pas de ça. Voilà, c'est un autre de ses méchants, mais en même temps, c'est logique avec toutes les personnes qu'il a ciblées. Et comme il déteste aussi Thomas Wayne qui a lancé le programme Relance et que ce programme, en fait, fait que la ville est en totale perdition, évidemment, comme il peut plus cibler Thomas et Martha qui sont morts, il va cibler son fils. Tu pensais qu'il savait que c'était... Je pensais que j'ai peut-être été influencé par les comics où souvent l'homme mystère est un des personnages qui connaît l'identité, peut-être. Mais oui, c'est trop tôt. Je me suis dit, que c'était pour ça qu'il jetait un regard sur la caméra. Batman jette un regard sur la caméra à un moment pour voir est-ce que tout est enregistré. Mais justement, c'est ça qui crée l'incertitude, c'est que tu comprends pas trop où tu situes juste ce moment où vraiment, quand il fait le regard en mode oh putain, mais en fait, il parle pas vraiment de moi. Il parle de moi, mais en tant que cible. Et là, t'as un relâchement. On fait bon, ok. Tu vois, parce que toi, Marceau, t'étais persuadé que là. J'étais persuadé que du coup, ça voulait dire que l'homme mystère avait totalement compris son identité. Vu que t'avais prévu de le revoir, tu pourras revoir. Et moi, je t'avais même dit, je me suis engagé. De toute façon, vu que j'ai déjà prévu de le revoir, je pourrais effectivement à nouveau analyser, on va dire, cette scène, essayer de voir si effectivement. Tout est dit. Ou du coup, tout est non dit. Sur 3 heures de film, il y a pas mal de choses dont peut-être qu'on est tous passés à côté. Bien sûr. Donc on comprendra au bout de 3-4 visionnages. Bien sûr. Je pense qu'il est temps de conclure. J'avais tellement d'autres trucs à dire. Mais si vous avez envie qu'on revienne dans une vidéo plus longue ou plus fournie sur le sujet, n'hésitez pas à nous le dire. Mais là, on va déjà s'arrêter là. Je pense qu'on a déjà bien brossé le portrait de... en tout cas, allez le voir, faites votre propre avis, ça c'est le plus important, mais c'est un film qu'on surconseille x3 et qui vous touchera de n'importe quelle manière. Ça peut peut-être vous déplaire, ça divise aussi le public, mais en tout cas, ça crée énormément d'émotions et c'est aussi pour ça qu'on va au cinéma. Et allez le voir au cinéma, parce que je pense que c'est vraiment un film de salle pour le coup, et l'expérience vaut le coup. Si vous avez l'occasion de le voir au cinéma, évidemment, profitez-en. En attendant, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en avez pensé et ce que vous espérez pour une suite éventuelle à ce film. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à regarder nos autres vidéos. On parle de beaucoup d'autres films. On essaie de couvrir vraiment toute l'actu comics, que ce soit en BD évidemment ou sur les écrans. Passez au magasin, au Comics Corner, vous aurez toutes ces BD qui sont à disposition. On pourra vous conseiller si vous avez envie d'en apprendre plus sur le Chevalier Noir. Si vous n'êtes pas sur Paris, on a aussi un site, comicscorner.fr, où toutes les BD en boutique sont aussi sur le site internet. Et tant qu'à faire, si vous avez envie d'avoir plus d'avis sur Batman, n'hésitez pas à aller sur le blog Batman Légende. On a le droit de mentionner un petit peu, bien sûr. Promo. Non, mais écoute, sur Batman Légende, on va faire un live sur le film avec toute l'équipe parce qu'on
bah, évidemment, on l'a tous eu, on a tous envie d'en parler, le vendredi 11 sur notre chaîne YouTube à 11h. On mettra un lien dans la description de la vidéo, déjà qui renverra vers le blog Batman Legends. Et on écrit avec Aliénor du site un article en commun qui sortira probablement la semaine prochaine. Voilà. Et donc, à très bientôt. Portez-vous bien, lisez des comics et allez au cinéma voir de bons films. En attendant, on vous embrasse et à la prochaine. Au revoir. Salut. Ciao.